Bonsoir et bienvenue dans ce numéro exceptionnel de 52 minutes pour comprendre. Je me trouve présentement devant l'Académie des Forces Armées, anciennement École des Forces Armées de Zambakro, une académie dont la devise est construire l'excellence. Chaque année, des centaines de jeunes, hommes comme femmes, civils comme militaires, intègrent cette institution pour 2 ans de formation minimum. Durant 15 jours, nos équipes ont suivi de jour comme de nuit ces futures élites de l'armée qui n'ont qu'un seul rêve, appartenir à la grande famille des officiers. Alors, comment est organisée cette institution? Quels sont les profils des nouvelles recrues? Quelles aptitudes sont nécessaires pour intégrer cette prestigieuse école? Et comment résister à cette formation? En fin d'émission, nous serons en compagnie du colonel-major Jean-Christophe Mouot, directeur de l'Académie. C'est lui qui répondra à toutes nos questions. Mais avant, suivons ensemble cette immersion au sein de l'Académie des Forces armées, un document inédit réalisé par les équipes de Soprod. 11h du matin, en pleine brousse à une trentaine de kilomètres de Yamoussoukro. Je viens de suer des troupes ennemies sur le flanc gauche. Je demande à procéder au contact parlé. À genoux, j'ai les mains en l'air. À genoux. De jeunes officiers effectuent des exercices de préparation à la lutte contre le terrorisme. Tu vas la joue, ok? Tu restes tranquille, d'accord? Ok. Sur le ventre. Allez. Comment tu t'appelles? Je ne fais pas Joe. Tu fais quoi ici? C'est comme des bandits. Bandit? Oui. Dans la zone? Oui. Vous êtes en train de tirer là? Oui. Tu es sûr? Oui. Tu es seul? Oui. Tu es seul? Oui, je suis seul. Ok, y a pas de souci. Tu fais quoi ici? Je suis venu chercher. Yamoussoukro Académie des Forces armées. Chaque année, une centaine de jeunes hommes et de jeunes femmes, des civils comme des militaires, intègrent cette institution pour une formation de 2 ans minimum. Dortoir des premières années. Le silence est brisé par le cri des instructeurs. C'est l'appel au rassemblement. Rassemblement. Rassemblement! Rassemblement, On s'attend messieurs. ensemble là! Laisse-moi ça me cale! Place, dame, 2 minutes. Dehors! Laisse-moi ça me cale! Dehors! Tu es encore là! Dehors! Vous pensez qu'on est dans un salon de beauté ici? Dehors! Dressez vos lits, dressez vos lits. Dehors! Après, ça va rapidement, on se dépêche. Pas une minute à perdre pour ces élèves officiers âgés de 26 à 35 ans. Donc c'est la rigueur, messieurs. C'est toujours comme ça ici le réveil. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire de réveiller la sorte? Bon, il est nécessaire de réveiller qu'il soit toujours sous l'effet de la rigueur. Voilà, l'officier c'est la rapidité. Donc du coup, on essaie un peu de mettre un peu dans la formation une certaine rigueur. Il faut rejoindre la place d'armes en moins de 5 minutes. Kani, 26 ans, l'une des 8 filles du groupe, traîne un peu les pas. L'instructeur remonte les bretelles à l'ensemble de la troupe. Bon, Popo. Bonjour messieurs, dames. Bonjour dames. Ce matin, j'ai remarqué qu'il y avait une petite lenteur au niveau de l'exécution. L'officier, c'est la rigueur. Il est du jour. Vous avez trop tardé pour rassembler vos éléments. Voilà. En tant qu'officier, le timing est très compté. C'est bon? Que ce soit la dernière fois. Bien, messieurs, pour la journée, on aura à faire le parcours du combattant. C'est pour ça que vous êtes parés dans cette tenue, vous êtes toujours prêts. Est-ce que parmi vous, il y a certains qui ont des bobos? RS, mon lieutenant. Ok, salut vous. RS, mon lieutenant. Ok, c'est bon, Opo. Que ce soit la dernière fois, lorsqu'on siffle un rassemblement, ça traîne les pas. C'est bon? Je répète, l'officier, c'est la rigueur. Pour les 144 élèves de première année, la journée débute par un parcours du combattant. Un entraînement intensif avec une succession d'obstacles à franchir le plus rapidement possible et dans les normes. Première étape, l'échelle. Dans cette épreuve, le temps et le saut sont le plus importants. Sur ce genre d'exercice, qu'est-ce que vous regardez? D'abord, la technique pour grimper. Et puis, certains obstacles en hauteur, bien sûr. Donc, il faut, pour certains, vaincre la phobie de la hauteur. Donc, c'est toutes ces techniques-là
apprendre aux soldats à vaincre ces différentes phobies. Et là, ce qu'on regarde plus, c'est la manière de descendre, la réception, ce qu'on appelle la réception chez nous ici. Voilà, pour ne pas se casser. Voilà. Réception, non, ça c'est mauvais. Sa réception était mauvaise. Il a fait une mauvaise réception parce qu'il est descendu avec le bus pratiquement devant et puis on peut dire qu'il est descendu droit. Quand on fait ce genre d'obstacle et qu'on descend droit, c'est la hanche qui prend le coup. Donc là, on a vite fait de se claquer le membre et puis voilà. C'est bon quoi. Donc la réception correcte, c'est jambes fléchies pour amortir le choc. Voilà. Pour éviter les souplesses. Suivant. Jambes fléchies. On ne descend pas droit comme un I. Fléchi, voilà. Ça c'est mieux. Kani, comme ses autres camarades, franchit un à un les obstacles, mais la fatigue se fait sentir. C'est pas trop difficile pour une femme de faire ce genre d'exercice. Un peu, mais on essaie de se surpasser. Se confronter à ses faiblesses, réussir à les surmonter et ne pas renoncer face à l'obstacle. C'est l'objectif de l'exercice. On a vu les autres passer dans la fosse, elle pas du tout. Pourquoi? Il faut le dire que au niveau de cette discipline, il y a certains obstacles qui sont appropriés pour les deux genres, c'est-à-dire hommes comme femmes. À ce niveau-là, il y a la fosse et le petit mur sont des obstacles qui ne sont pas pris par les dames, tout comme le guet à pied. Voilà. N'entre pas dans cette académie qui veut, mais qui a les aptitudes. Les dernières étapes sont de plus en plus difficiles, mais Kani ne lâche rien, car au bout de l'effort, c'est un vent de satisfaction qui souffle. Ça va, c'est la ligne d'arrivée? Oui, c'est la ligne d'arrivée. Fatigué? Oui, un peu fatigué. C'est quoi la difficulté sur ce genre d'exercice pour une femme? C'est de pouvoir garder son calme, son souffle, pouvoir gérer son souffle pour pouvoir y arriver. Créée depuis 1963, l'École des Forces armées est depuis juillet 2022 devenue officiellement l'Académie des Forces armées. C'est l'unique centre de formation des officiers de l'armée. L'Académie compte 3 écoles de formation. L'école de formation des officiers, EFO, pour les premières et deuxièmes années et les médecins élèves officiers. L'école de perfectionnement des officiers, EPO, pour les 3e années. L'école d'état-major, pour les officiers ayant le grade de capitaine. L'accès à l'académie se fait uniquement par voie de concours. Un concours semi-direct pour les militaires et un concours direct pour les civils. Un niveau minimum Bac+3 est requis pour tous les candidats. De l'autre côté de l'académie, avec les 2e années, autre lieu, autre activité. À vos ordres, mon capitaine! Pour tout à l'heure, nous allons partir sous le commandement du commandant au niveau du champ de tir. Donc j'espère que tout le monde a bien pris tout ce qu'il devait prendre. Son paquetage, son eau, tout le monde est intellectuellement et physiquement prêt pour l'activité. Direction le champ de tir situé à 4 km de l'académie. Et comme tout bon élève officier, c'est à pied qu'il s'y rende. Oulaï est un habitué des longues marches. Avant d'intégrer l'académie, il était déjà dans l'armée en tant que sous-officier. C'est une habitude pour vous? Oui, nous sommes habitués. Ça fait des années que nous sommes dedans et c'est devenu un réflexe pour nous. Parlez-nous un peu de votre parcours avant d'arriver ici. Moi, déjà, j'étais ancien sous-officier. J'ai servi pendant 10 ans avant de présenter le concours semi-direct des officiers. Une fois arrivé au champ de tir, tout le dispositif est mis en place. Le commandant donne ensuite les consignes pour le bon déroulement de l'exercice. En bantou, on aura 100 cartouches, en 2 séries. Ça va? Donc on aura des gens qui seront là, des prestataires, chacun aura 5 cartouches. Le but vraiment, qu'on s'arrange vraiment, c'est toutes les 5 cartouches là, dans la cible. Donc sans plus tarder, les 5 par brigade. Un bon tir, c'est quoi? Il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte pour avoir vraiment un tir parfait. D'abord les techniques, la posture, vous voyez, et aussi vraiment l'application de certaines règles vraiment strictes pour un tir parfait. Donc c'est un ensemble de tout.
Pour cet exercice, ces élèves officiers utiliseront des balles réelles. Monsieur, lorsque vous recevez les cartouches, vous prenez le chargeur et vous commencez le garnissage. Ce sont des balles réelles que vous leur remettez? Oui, des munitions réelles. Pourquoi ces exercices ne se font pas avec des balles à blanc? Pour nous mettre déjà dans la situation réelle. Donc on s'habitue déjà avec les munitions réelles. Vous venez de recevoir vos munitions, est-ce que vous êtes sûr d'atteindre la cible avec... Oui. Et c'est quoi le plus difficile dans ce type d'exercice? On doit tout faire pour garder l'arme vraiment immobile. Et faire bouger l'arme au minimum pour pouvoir avoir notre cible. C'est le moment de vérité pour Oulayi et ses camarades. Ils disposent chacun de 5 munitions à mettre dans une cible située à 100 mètres de distance. J'approvisionne. Je charge. C'est le feu, c'est la temps sur R. En tireur expérimenté, Oulayi est le premier à finir ses 5 tirs. Train numéro 10, tir terminé, sécurité vérifiée. Vous avez fini avant tous vos camarades. Et c'est quoi votre petit secret? Ne pas trop durer, parce qu'arrivé un moment, on tremble beaucoup. Et lorsqu'on tremble, on est plus précis. C'est le moment d'aller vérifier si toutes les balles ont atteint la cible. Pour Oulayi, le résultat est un peu décevant. J'ai un coup qui est rentré en cible, qui est rentré bien. Normalement, c'était la partie visée ici. Je ne suis pas totalement loin, mais je remarque que le gros du lot est carrément à droite. C'est là mon découragement. Continue de s'entraîner? Oui, on continue de s'entraîner toujours. On n'arrête jamais parce que pour le tir, quand on stoppe, pendant un moment, on perd un peu les réflexes. Fin de l'exercice. Avant de quitter les lieux, il faut tout remballer et ne laisser aucune trace. Et quand vous finissez comme ça, vous devez tout ranger, tout remballer? Oui, tout ranger. Comme si nous ne sommes pas passés. Aucune trace. La discrétion. Après cette séance de tir, Oulayi et ses camarades vont parcourir encore 4 km à pied avant de regagner l'académie. De retour à l'académie, nous retrouvons l'élève officier Kani dans un des rares moments de détente avec les autres filles. Pendant vos moments de pause, qu'est-ce que vous faites? On parle de tout et de rien. Voilà. On essaie de parler un peu de notre vie passée, tout ce qu'on a laissé pour venir, nos ambitions. Voilà. La vie civile, ça vous manque? Un tout petit peu, un tout petit peu. Qu'est-ce qui change? Beaucoup de choses. Cela va bientôt faire un an que nous sommes ici loin de nos parents. Voilà. Si je peux le dire ainsi, ça c'est notre nouvelle famille. Et voilà. Chaque année, l'académie reçoit une 60aine d'élèves des pays de la sous-région et de l'Afrique centrale. C'est le cas de Stella qui arrive du Cameroun. En Côte d'Ivoire depuis combien d'années? Ça fait 6 mois. Et ça se passe comment? Ça se passe plutôt bien. L'intégration a été facile? Oui, plus ou moins. Vous êtes combien à partager cette chambre? Nous sommes 8 filles. Il n'y a jamais de problème? Non, pas vraiment, non. Pas vraiment, c'est qu'il y en a souvent? Non. Ici, les moments de détente ne durent pas longtemps. Les filles doivent déjà se préparer pour une autre activité. Fixe! Oui, repos. On vous a dit qu'on partait pour dormir, hein? Donc prenez tout l'essentiel. C'est bon, mesdames? Ok, donc on vous attend au rassemblement. Et vous avez 5 minutes pour sortir. Allez. 34 femmes sont en formation à l'académie cette année. Elles représentent seulement 10% des effectifs. Au programme ce soir, marche de nuit et camping en pleine brousse. Objectif, plonger ces jeunes officiers dans un quotidien éprouvant. Bonsoir à tous. Okay. Conformément à notre programme d'activité du jour, nous avons une marche suivie d'un bivouac. Donc j'espère que vous avez déjà pris toutes les dispositions pour que l'activité puisse se réaliser dans de bonnes conditions. Sur ce plan, regarde, vous! C'est quoi un bivouac opérationnel? Un bivouac opérationnel, un campement temporaire sur le terrain. C'est une activité qui va leur permettre de s'aguerrir, car en unité, ils pourraient être confrontés à ce genre de situation. En rang serré, ces futurs officiers vont devoir marcher 40 minutes en pleine nuit et porter une charge de 10 kg dans le dos. Ça fait plusieurs minutes que vous marchez? Oui.
La fatigue commence à se faire sentir. Juste un peu. Mais on tient le coup. En pareille situation, qu'est-ce qui est plus difficile pour un militaire? C'est de pouvoir, comme on le dit, garder son calme, gérer la fatigue, ne pas penser à la fatigue et continuer la marche. Continuer la marche malgré la fatigue. Et même quand ils arrivent sur le site prévu pour le camping, impossible de se reposer. Il faut rapidement monter sa tente. Capounade. Vous faites assister pour monter la tente? Oui, je peux le faire seul comme me fait assister par mon binôme ici présent. Les tentes sont posées à même le sol et sans matelas. Juste une moustiquaire pour se protéger des insectes. Le confort passe en second. Là, c'est notre repas de la soirée. Composé de quoi et quoi? Du pain, de la sardine, de l'eau. Voilà. Pour toute la nuit? Oui, pour toute la nuit. Pour les premières années, ce type d'exercice de nuit se fait en moyenne 2 fois par mois. Après le repas, il faut désigner ceux qui doivent monter la garde. Le poste numéro 1, de 20h à 22h, il y a Kouyaté Aboubaka. Kani. Présent. Le poste numéro 2, toujours de 20h à 22h, Beka Cédric. Kwapé Simon. Kani et son binôme, un homme, sont affectés au poste numéro 1 pour une garde de 2 heures. Dans le langage militaire, faire une garde a un sens bien particulier. Quand on dit prendre la garde chez les militaires, qu'est-ce que ça veut dire? C'est effectuer un service de sécurité au cours duquel chacun va essayer d'avoir un secteur de surveillance et nous allons veiller à la sécurité du personnel, du matériel. Pour assurer une bonne garde, il faut avoir son arme, être vigilant et surtout rester en communication permanente avec sa hiérarchie. Elle écoute parler. Compteur radio. Je vous reçois fort et clair. Situation à votre niveau. RAS. Terminé pour j'arrive à vous. Reçu. Il est 22h sur la base d'entraînement et tout semble calme. Mais à quelques mètres de Kani, un autre poste de garde repère des individus suspects. Halte! Dans ce cas, pour vérifier que ce soit l'un d'eux, les militaires ont un code. C'est un message qui nécessite une réponse bien précise. Et si vous n'avez pas la réponse attendue, vous êtes systématiquement contrôlé. Le rouge! Voilà, là c'est un exemple typique. Voilà quelqu'un qui ne connaît pas le mot de passe. Or, la sommation pour ce soir, c'est le rouge. Donc maintenant, je vais l'appréhender. Avec mon binôme, nous allons les contrôler et savoir ce qu'ils font. Voilà, bien. Ce ne sont pas des militaires. Abbas et son binôme vont les interroger. Vous passez dans la zone, où est-ce que vous vous dirigez? On va dans le village qui est là, on n'est pas dit dans la maison qui est là, tout près là, il y a la ferme. À la ferme? Oui. D'accord. Vous habitez dans cette ferme? Oui. Vous avez des papiers d'identité sur vous? Non. Vous n'avez pas de papiers d'identité? Oui. On est quitté au campement et comme ça. Donc, quoi votre nom actuellement? Les deux hommes équipés d'une machette affirment être des cultivateurs qui habitent la zone. Ils n'ont malheureusement aucune pièce d'identité sur eux. Les militaires vont donc leur demander de vider leurs poches. Au sol, des portables et des chargeurs. Ils vous ont dit qu'ils sont du campement. Oui. Comment vous pouvez être sûr qu'ils sont vraiment du campement? Il y a des populations civiles qui travaillent dans la zone. On va juste s'assurer que leur présence n'est pas, qu'ils ne sont pas hostiles à notre présence. Et si on a la certitude à cela, on peut les laisser passer. Et pour cela, vous pensez quoi? Eux, c'est un cas spécial que nous allons devoir faire remonter parce qu'ils n'ont pas de papiers d'identité sur eux. Nous allons procéder de cette manière-là. Mais s'ils avaient des papiers d'identité, et par exemple lui qui est en possession d'une machette, nous devons nous assurer qu'il n'y a rien de grave derrière. Il fait nuit. D'où est-ce que vous venez? On vient du campement et on va dormir. Après une dizaine de minutes d'échange, l'instructeur, le lieutenant Vincent, arrive sur les lieux. En situation réelle, ce qui allait se passer, c'est qu'on allait les garder et essayer de pousser les recherches. Mais vu que nous sommes dans la zone d'exercice de l'école et que l'école est entourée de plusieurs villages, donc on a habitué à rencontrer
la population civile. Donc c'est bon, ils peuvent rentrer chez eux sans problème, même avec la machette. Ça va de suite. Ils peuvent rentrer chez eux. 5 minutes après, les deux hommes sont libérés. De leur côté, Kani et son binôme viennent d'achever leur garde de 2 heures. Place à la relève. D'accord, je vais vous laisser le matériel qui était à notre disposition, à savoir le chargeur garni de 30 munitions et le portatif. Voilà. Je suppose que vous avez déjà pris la sommation ainsi que le mot de passe avec le chef de poste. Sur ce, bonne garde à vous et à demain. Votre garde c'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de problème? Non, pas de problème particulier. Cela fait 16 heures que Kani est debout. Il ne lui reste que 3 heures de sommeil avant le lever du jour. L'entraînement militaire est exigeant. Toujours avec son arme? Ah oui, toujours garder son arme ce soir, c'est très important. Et là, je vais essayer de me coucher. On va me reposer. Ok. Les nuits sont très courtes, hein? Oui, après une longue journée, c'est important de se reposer pour pouvoir bien dérouler, bien, si je peux le dire, démarrer la journée. Voilà. Quand on est militaire et quand on est femme, est-ce que la vie de famille, ça nous parle? Ouais. Ça nous parle, même si c'est pas difficile, même si c'est pas facile plutôt. On y pense. Voilà. Dans votre cas, est-ce que vous pensez vous bâtir une famille? Bien évidemment, toute femme est appelée à se marier. Alors, bien vrai qu'actuellement, je n'y pense pas beaucoup, mais dans le futur, j'espère pouvoir me marier. « 5 heures du matin, c'est l'heure de lever le camp. La fatigue se lit sur les visages. Reste encore les 40 minutes de marche pour rejoindre l'académie. Plusieurs kilomètres de marche, une nuit très courte. Comment on se sent quand on regagne? Fatigué. Mais là, nous devons reprendre la journée. Donc, mes collègues et moi allons chercher à nous débarbouiller et reprendre de plus belle la journée avec les activités qui suivent. Réveillez-vous, le jour s'est levé. Réveillez-vous, réveillez-vous, le jour s'est levé. Réveillez-vous, le jour s'est levé. Réveillez-vous, réveillez-vous, le jour s'est levé. Chez les militaires, la journée commence par le salut aux couleurs. Le sous-lieutenant Gorebi, 3e année de l'école de perfectionnement des officiers, commande aujourd'hui la montée du drapeau. Le drapeau a été ici au sommet du mât. Alors, ça représente quoi chez les militaires? Chez les militaires, une fois les couleurs montées, cela marque le début des activités prévues par l'emploi du temps. Gorebi doit maintenant changer de tenue pour rejoindre les autres sur le terrain de sport. La séance de sport de matin, on va commencer d'abord avec les différents échauffements. On va commencer à partir de là jusqu'au niveau du garage. À partir du garage jusqu'au Mike Smith, on va faire un petit sprint qui va permettre d'avoir certains groupes homogènes en fonction de la performance cardiaque de tout un chacun. Voilà. Et après ça, on suit un bon rythme et on fait les 4 tours. Allez, vous les prenez, je suis en arrière. Être militaire exige d'avoir une excellente condition physique. La pratique d'activités sportives est essentielle dans la formation de ses futurs officiers. Gorebi encourage et motive ceux qui sont à la traîne. Allez. C'est important pour vous de motiver vos hommes? Affirmatif, c'est dit. C'est bon. Ça peut aller? Ça peut aller? Le sport, c'est bon pour la santé. Faire le sport, pour vous, ça représente quoi? Pour moi, ça a plusieurs bienfaits. À savoir, ça améliore la santé,
le savoir-vivre et même le savoir-être. Voilà. Et un bon militaire, il doit être un très bon sportif. Voilà. Le sport, c'est l'essence même du militaire. Nous laissons Gorebi et ses camarades au terrain de sport. 8 h du matin, nous retrouvons Kani dans sa chambre. Elle s'apprête à aller en classe. Topo tactique de ça. Ok. Je prends rapidement mes documents. C'est un cours de quoi ça? Un coup de combat et un coup de topo. Quand on est femme ici, est-ce qu'on est comme les autres femmes qui ne sont pas militaires? Non. Les petits gestes du quotidien, les maquillages? Non, pas du tout. On ne pense pas du tout à ça. Il y a mon ancienne qui est la Soura. Les petits gestes des femmes, c'est-à-dire les maquillages et autres, sont strictement interdits ici. Du coup, lorsque nous sommes en permission, que nous sommes en famille, c'est-à-dire hors du camp, nous pouvons faire cela, mais sans exagérer comme le font les civils. Et il y a des coiffures qui sont interdites. Avec la tête que nous avons, on ne peut pas faire de coiffure. Et justement, pourquoi vous rasez la tête? Nous rasons la tête parce que les hommes se rasent la tête. Ici, tout le monde est pareil. Nous sommes considérés comme des petits garçons. C'est-à-dire que tout le sport que font les hommes, nous sommes soumis au sport. Les études et autres, nous le faisons. Voilà. Mais d'ailleurs, nous pouvons porter notre tenue. Et avec la boule à zéro, nous sommes obligés, c'est-à-dire d'être à l'heure dans tout, parce qu'on n'a pas le temps de vouloir mettre le peigne et autres. Voilà. On sort avec la tête complètement rasée. Les coups de sifflet retentissent. Les filles doivent faire vite pour ne pas être en retard au cours. Qu'est-ce que vous risquez si vous êtes en retard au rassemblement? La même sentence que les garçons. Je dirais ça et je ne dirais pas plus. Pour être officier, il n'y a pas que la condition physique qui compte. Il faut avoir aussi une tête bien pleine. Dans cette académie, les élèves ont en moyenne 8 heures de cours par jour. Une fois en classe, petite révision avant l'arrivée de l'instructeur. La brigade Charlie rassemblée. Effectif réalisé 30. 30 présents. À vos ordres, mon lieutenant. Charlie à mon commandement, repos, assis. Bien, bonjour à tout le monde. Maintenant, puis on verra le combat niveau groupe. Je veux qu'à la fin de cette séance, vous soyez capable, n'est-ce pas, de maîtriser le combat niveau groupe, de pouvoir donner des ordres en tant que chef de groupe. Un cours pour apprendre les bases du commandement des troupes. Quand on est officier, donner des ordres, ça s'apprend. L'intérêt, c'est de pouvoir, n'est-ce pas, apprendre des ordres, parce que les ordres que le chef donne sur le terrain, il ne les donne pas de lui-même, en fait. Il apprend ça sur, voilà, en salle, en fait. Il apprend ça en salle, et du coup, lorsqu'il est drillé, il peut l'appliquer sur le terrain. L'instructeur enseigne à ses élèves officiers les bases pour devenir chef d'équipe. Il peut arriver qu'au combat, n'est-ce pas, les hommes perdent le moral. Mais vu que le chef de groupe, il est un meneur d'hommes, qu'est-ce qu'il fait? Il doit veiller à ce que ces hommes-là puissent avoir le moral, c'est-à-dire entretenir leur moral. Comme par exemple leur poser des questions simples. Est-ce que ça va aller? Allez, vas-y, on continue, on peut. Quand c'est comme ça, ça réveille, n'est-ce pas, l'instinct du combattant. Et ils se sentent dans le chef. C'est pas on dit de vous être des meneurs d'hommes. Ça, vous devez constamment le faire avec vos hommes. Est-ce que ça va? Oui, ouais. Ça va? Qui est un bon chef? Bon, le bon chef, c'est celui qui sait mener ses hommes. Mener ses hommes, d'abord, c'est montrer l'exemple aux hommes. Parce qu'un subordonné qui n'a pas confiance au chef, il ne le suit pas. Nous laissons Kani et ses camarades de première année poursuivre leurs cours. Et nous retrouvons Gorebi, le sous-lieutenant en 3e année à l'école de perfectionnement des officiers, en pleine séance de briefing avant le départ pour un exercice. Situation. Depuis un certain temps, des éléments d'une organisation terroriste dénommée Katiba Nassim ne cessent de perpétrer des actes de torture contre les populations civiles. Cette organisation a pour ambition de s'étendre même aux localités voisines. Pour cela, notre section a reçu pour mission de reconnaître l'axe partant du carrefour Tchekorodougou jusqu'à la lisière sud du village de Kwamefla. Messieurs, vigilance absolue. La menace est réelle. À l'Académie des Forces armées, comme dans toutes les écoles de formation militaire, l'accent est mis sur la pratique. Avec la menace terroriste qui plane sur le pays, les militaires doivent être toujours prêts à réagir en cas d'attaque. On est prêt pour aller au combat. Alors, donc, il faut avoir un chargeur plein. Il y a un chargeur de rechange qui est là également.
Votre sac, qu'est-ce qu'il contient? Le sac de... Tout le matériel pour aller au combat. Voilà, de l'eau, la nourriture, tout est dedans. Voilà. On voit que vous appartenez à l'armée nigériane. Oui. Comment vous êtes arrivé ici? Je suis ici dans le cadre du cours d'application d'infanterie motorisée. Donc je suis là depuis le mois de septembre. Donc c'est un stage qui dure pratiquement 11 mois. On est pratiquement à la fin, donc dans le mois de juillet. Bientôt ça sera la fin. Après les consignes, direction le village de Tiekorodougou à une vingtaine de kilomètres de l'académie. Ces jeunes militaires doivent s'entraîner dans des conditions proches de la réalité. 2 groupes ont été créés, celui des méchants déjà cachés sur le terrain d'entraînement et celui des gentils qui approchent la zone d'exercice avec leur véhicule. On voit que vous avez l'arme pointée vers le bas, pourquoi? Il y a plusieurs moyens de maintenir l'arme. Maintenant, nous sommes déjà dans la zone de l'ennemi, nous sommes presque dans la zone de l'ennemi, donc on s'apprête à réagir à tout moment. Donc il faut tenir l'arme dans une posture. Là par exemple, nous sommes en patrouille basse, où on peut réagir à tout moment à une action. Voilà pourquoi on a cette posture. À l'approche du village, toujours les mêmes consignes. Les véhicules doivent être abandonnés. La progression doit se faire à pied lentement et avec beaucoup d'attention pour éviter le danger. Pourquoi vos hommes avancent aussi lentement? Présentement, nous sommes sur un axe où l'ennemi est susceptible de poser des engins explosifs improvisés. Donc on va doucement pour ne pas être surpris par l'ennemi. Donc le premier binôme, il surveille, il vérifie les indices au niveau des différents flancs et ceux qui le suivent sur l'axe. Voilà. Et justement, un dispositif suspect est repéré au beau milieu de la route. C'est le jeu. Je vois une canette avec un fil conducteur électrique. Il est susceptible que ça soit déclenché par l'opérateur. Bien, messieurs, mesure de sûreté. L'opérateur ne doit pas être loin. Premier GV, balisé, lieu D. C'est reçu. Laissez exécution, c'est lent. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Là maintenant, je sais maintenant de baliser. Je mets des zèbres pour faire signe aux éléments du génie qu'il y a une mine là. L'élément du génie, pendant leur progression, lorsqu'on va les rendre compte, ils vont arriver à ce niveau-là. Ils vont savoir effectivement que c'est une mine qui a été balisée. Au même moment, l'ennemi ouvre le feu. Alors que ces hommes sont attaqués, le sous-lieutenant Gorebi, resté plus en retrait, tente de s'informer, mais n'obtient aucune réponse. C'est un golf de situation. Pourquoi vous n'avez pas de réponse? Pourquoi? Le golf 2 a essuyé les coups ennemis, ils sont en train de repousser, c'est pourquoi je n'ai pas de réponse. Et ça ne vous inquiète pas? Non, je ne suis pas inquiet. Après 10 minutes d'échange de tirs à blanc, l'ennemi semble avoir jeté l'éponge. Un suspect est appréhendé. À genoux, j'ai les mains en l'air. À genoux. Ne bouge pas. À genoux. Tu as la jupe, ok? Tu restes tranquille, d'accord? Ok. Sur le ventre. Allez. Comment tu t'appelles? Tu fais quoi ici? Bandit. Bandit? Oui. Dans la zone? Oui. Où nous sommes en train de tirer là? Oui. Tu es sûr? Oui. Tu es seul? Oui. Tu es seul? Oui, je suis seul. Ok, il n'y a pas de souci. Pourquoi vous l'interceptez de la sorte? On l'a intercepté parce que tout à l'heure on venait. On a su des coups de feu ennemis, environ 50 mètres de notre position. Donc du coup, on était obligé de monter à l'assaut. Mon collègue là l'a appréhendé et s'est dit qu'il est tenu à jour actuellement. Nous sommes en train de lui poser des questions pour voir et si ce n'était pas lui l'auteur des tirs qu'on a reçus tout à l'heure. Fin de l'exercice. Capitaine Ahmed, instructeur à l'école de perfectionnement des officiers, a suivi l'exercice de bout en bout. C'est le moment du débrief. Vous avez eu de très bonnes réactions. En plus de cela, j'ai constaté le respect du DIH. Parce qu'un militaire en toute situation, il doit préserver la vie de son adversaire. Ça a été un très bon point. On manœuvre face à un adversaire qui est confondu à la population. Au cours de votre progression, je ne vous ai jamais vu prendre des renseignements auprès de la population. Pourquoi? Le temps. Bon, maintenant, la situation, on avait dit que la population
était favorable, mais on a un peu péché sur cet aspect. Ok. Parce que comprenez ici l'enjeu de ce combat-là. Face à la menace au risque, c'est la population qui le site. Pour être un bon officier, Gorebi sait qu'il doit encore apprendre. Insister là-dessus, le renseignement. C'est bon? Qu'est-ce que vous pensez des remarques de votre responsable? Ce sont des remarques positives parce que nous sommes en stage, on ne finit pas à l'apprendre. De toute façon, nous sommes dans l'école du perfectionnement des officiers. Alors, c'est pour se perfectionner qu'on est ici. Donc, on va toujours apprendre auprès de nos devanciers. Apprendre et espérer avoir une brillante carrière comme certains de leurs aînés. C'est le rêve de ces futurs officiers. De 1963 à 2021, l'École des Forces armées a formé 52 promotions d'officiers, soit 2676 officiers provenant de 12 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. 36 officiers issus de cette école ont atteint le grade de général. Parmi les plus connus, on compte le général de corps d'armée Lassina Doumbouya, actuel chef d'état-major général, le général de corps d'armée Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d'armée Mangou Philippe, ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Allemagne, le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, et le général de division Djebi Point, ex-commandant du SECOS, centre de commandement des opérations de sécurité. Retour à l'académie, nous rencontrons le capitaine Afomassé, il est béninois. Il est venu se former en Côte d'Ivoire grâce à la coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et le Bénin. Après 9 mois passés à l'école d'état-major, c'est le moment pour lui de soutenir son mémoire de fin de cycle. Quel est le thème de votre soutenance? Le thème de mon mémoire, c'est quelle stratégie de sûreté maritime en Afrique. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que plusieurs pays côtiers d'Afrique font face à des menaces maritimes. Et ces différentes menaces-là ont des conséquences sur l'économie de tous les pays qui sont concernés. Face à ça, il y a des stratégies qui ont été développées et mises en œuvre, mais force est de constater que malgré les stratégies qui existent, les actes de piraterie, par exemple, continuent de sévir dans le golfe de Guinée. Donc, mon mémoire, je devrais beaucoup plus travailler sur des propositions de solutions pour pouvoir soit renforcer les stratégies qui existent, soit en proposer carrément d'autres, pour permettre de pouvoir réellement garantir une sûreté maritime. Comment est-ce qu'on se sent lorsqu'on est à quelques minutes de la présentation du travail de toute une année? Déjà, on va avouer que je suis vraiment stressé, mais je reste confiant. Je reste suffisamment confiant parce que j'estime que le travail qui a été produit est un travail qui a été fait de façon très sérieuse. J'ai d'ailleurs été suivi par un officier supérieur qui a eu le temps d'apporter ses amendements, d'apporter ses corrections, que j'ai bien sûr appliquées. Donc là, maintenant, il suffit d'aller défendre ce qui a été déjà fait par écrit dans un bouquin. Ok, donc là, je suis prêt pour la soutenance. Avant de quitter sa chambre, notre capitaine enfile sa tenue d'apparat. Et vu que c'est une journée de soutenance, nous sommes tenus de nous habiller, on va dire, dans nos plus belles tenues. Il y a toute une symbolique. Oui, il y a une symbolique parce que une fois que vous mettez en tenue, on va dire une tenue spéciale, des vareuses ou des tenues de cérémonie, cela marque en fait la préparation à un événement particulier. Ça peut être une soutenance de mémoire, ça peut être une rencontre avec des officiels, ça peut également être une rencontre avec le président, un mariage, des trucs de ce genre en fait. Voilà. Je vais mettre tout fièrement mon képi. Il peut maintenant rejoindre la salle pour sa soutenance. Ça va très bien chez toi? Tu es prêt pour la soutenance? Oui, je suis d'accord. Comme lui, une trentaine d'autres capitaines soutiennent leur mémoire ce jour. Après quelques minutes d'attente, c'est à son tour d'entrer dans la salle. Merci, colonel. Capitaine Afomassé. C'est devant un jury composé de 2 officiers supérieurs que le capitaine fera sa présentation. Il dispose de 10 minutes. Vous avez choisi comme thème de mémoire quelle stratégie de sûreté maritime en Afrique? Nous vous écoutons. Mon colonel, la plupart des pays côtiers d'Afrique sont confrontés aujourd'hui à des menaces maritimes. Ces menaces maritimes ont de lourdes conséquences sur l'économie de ces différents pays. Dans ce contexte, on se pose la question de savoir
quelles sont les faiblesses et les limites des différentes stratégies existantes et quelles sont les voies et moyens pour opérationnaliser ou adapter les dites stratégies de sorte à garantir la sûreté maritime. Le capitaine s'exprime avec assurance. Après son exposé, il est soumis aux questions du jury. Eu égard aux menaces auxquelles sont confrontés nos États, aux menaces actuelles, c'est-à-dire les menaces qui se trouvent au nord, est-ce que vous pensez qu'il est bon pour nos États de donner la priorité à la sécurisation de l'espace maritime? Bien vrai, il faut mettre un effort sur le terrorisme au nord, mais il importe également aux différents États de doter les différentes marines nationales de moyens pour pouvoir essayer au maximum d'anticiper sur les menaces maritimes. Qu'est-ce que vous pensez du travail qu'il vient de produire? Je pense que c'est un travail vraiment à un bon niveau. Depuis ce matin, on a eu à interroger certaines personnes. Je pense qu'il sort du lot quand même. C'est un bon niveau. La pression retombe pour notre capitaine. Le stress va descendre. C'est bon? Comment vous êtes senti? C'était stressant au début, mais après les premiers mots de l'introduction, j'ai repris confiance en moi et j'ai essayé de dérouler au maximum le reste de la présentation. Vous pensez que le jury a apprécié ce que vous avez fait? J'ai l'impression que oui, mais uniquement la note finale pourra juger. Une semaine plus tard, c'est le jour de la fête des écoles qui marque la fin de l'année. Une journée spéciale pour toute l'académie. Nous retrouvons Kani en plein préparatif. Aujourd'hui, c'est le grand jour, hein? Oui, c'est le grand jour. Vous aidez à vous préparer et on voit que ce n'est pas la même couleur. Pourquoi? Le jaune est porté par les majors. Par les majors et la garde au drapeau. Et le rouge, c'est pour ceux qui défilent. Vous êtes major, vous portez le drapeau, grosse responsabilité. Aujourd'hui, comment on se sent? Je me sens un peu stressée, mais très fière de moi à la fin. On est toutes fières d'elle. Il n'y a pas un peu de jalousie, un peu de regret? Mais non, parce qu'elle est la meilleure. Et donc, chacun sait ce qu'il vaut. Nous n'en valons pas moins, mais elle est meilleure. Les parents et amis des futurs officiers viennent assister à la fête. Ce jour consacre la sortie officielle de la dernière promotion sous l'appellation École des Forces Armées de Zambakro. Une promotion qui porte le nom d'Ahmed Bakayoko, le défunt ministre de la Défense. Promotion Ahmed Bakayoko, et mon pour la patrie, serviront avec dignité. Pour la circonstance, le chef d'état-major général des armées, le ministre de la Défense et le Premier ministre sont présents. Kani, major de sa promotion, reçoit la garde du drapeau. Cette transmission est un rituel qui a lieu chaque année entre la promotion sortante et la nouvelle promotion admise en deuxième année. Un moment solennel pour Kani, car c'est le directeur de l'académie qui se charge de lui remettre le drapeau. En leur remettant ce dépôt sacré aux couleurs de la nation, signe de ralliement des armées au plus fort des combats, le colonel-major Jean-Christophe Mouot, directeur de l'Académie des Forces armées, les fait désormais, à titre symbolique, gardien du symbole le plus prestigieux de l'Académie. Le Premier ministre Patrick Hachi va maintenant consacrer l'entrée des 113 élèves officiers de la promotion Ahmed Bakayoko au sein de la grande famille des officiers. Et pour finir, le défilé des futures forces armées de Côte d'Ivoire.
Mesdames et messieurs, je me trouve ce soir en compagnie du colonel-major Jean-Christophe Mouot, directeur de l'Académie des Forces armées. Mon colonel, bonsoir. Bonjour, monsieur. Merci de nous recevoir dans votre académie. C'est nous qui sommes satisfaits de vous recevoir ici. Alors, anciennement, École des Forces armées de Zambacro et depuis peu, Académie des Forces armées. À part l'appellation, qu'est-ce qui change concrètement? C'est dans l'application d'une vision de la haute hiérarchie militaire. Donc, à part l'appellation, intrinsèquement, nous nous retrouvons avec 3 écoles à l'intérieur, donc des nouveaux commandements, du personnel qui a un peu plus de responsabilités. C'est aussi une adaptation de la formation à certaines réalités sécuritaires actuelles. C'est une adaptation et une amélioration de l'enseignement avec un apport plus important de la géopolitique des relations internationales, de l'environnement de la sécurité dans le monde qui va être implémenté au niveau de tous nos stagiaires. Est-ce que toutes les réformes dont vous venez de parler avaient besoin que le nom, la dénomination change? Nous étions une particularité, je peux le dire sans me tromper, le seul pays dans le monde où de la formation initiale à l'école d'état-major, ça se résumait en une seule école. Il était donc important de réussir à scinder déjà les écoles pour donner plus d'autonomie, plus de moyens à chacune de ces écoles. Et donc, à partir du moment où on a ces différentes écoles et que nous avons en esprit de garder un soutien mutuel, il était donc important de passer à un autre échelon et donc de passer à l'échelon académique. L'académie, elle est encore jeune, alors que l'école des Forces armées de Zambacro a eu plus de 60 ans d'existence. Quel bilan peut-on dresser de la défunte école des Forces armées de Zambacro? C'est d'abord un bilan numérique. Nous avons 52 promotions avec plus de 2600 personnels formés. C'est aussi un bilan qui concerne les généraux de divers pays qui sont issus de cette école, avec plus de 36 généraux. Et donc, c'est une satisfaction, je pense, à 60 ans, de pouvoir se glorifier d'avoir formé autant d'officiers ivoiriens et de la sous-région. Alors, une fois que vous recevez vos stagiaires ici à l'Académie, les choses sérieuses commencent. Parlez-nous des différentes étapes de la formation que ces stagiaires-là subissent au sein de l'Académie. Les stagiaires de l'Académie subissent les mêmes formations que tous les militaires. Un officier commence sa formation par les mêmes épreuves qu'un soldat, qu'un militaire durant. Et donc, on commence toujours par la formation commune de base, qui est le socle de toute formation militaire. Et donc, cette formation commune de base, c'est tout le premier trimestre de formation au profit donc des élèves de première année, quelle que soit leur origine. Alors, on parle justement de formation commune de base. Pour les nouvelles recrues, il y a ce qu'on appelle le bizutage. Parfois, ça tourne au vinaigre. Parlez-nous-en. Il n'y a pas réellement de bizutage. Il y a au niveau de l'Académie des Forces armées, que nous appelons la formation traditionnelle. On donne la responsabilité aux deuxième année de transmettre à leurs cadets, donc ceux de première année, de transmettre certaines traditions de l'académie et certains savoir-faire au niveau de ce qu'on pourrait attendre de ce jeune militaire. Mais parfois, ça va dans l'excès. On se rappelle, en 2017, il y a 5 officiers qui ont été traduits devant le tribunal militaire d'Abidjan pour bizutage meurtrier. On s'en rappelle. C'est un dossier qui a été traité par le tribunal, donc je me permets de pouvoir en parler. Il y a eu d'autres circonstances qui ont expliqué finalement le décès des personnes désignées. Est-ce qu'on peut savoir je n'ai pas tous les détails. Nous ne nions pas qu'il y a eu des excès par le passé, où il y a des excès dans toute société humaine. À partir du moment où vous donnez du pouvoir à quelqu'un, il y a toujours des excès qui arrivent. Et donc, toutes les dispositions qui sont prises dorénavant, donc depuis 2018, c'est d'arriver à 0 incident. Il arrive parfois où des incidents sont signalés, où des décès peuvent arriver, et parfois, ça ne se justifie pas par la formation traditionnelle, mais ça se justifie parfois par des problèmes de santé que ces personnels avaient déjà malheureusement. Alors, mon colonel,
J'ose croire qu'avant l'entrée des stagiaires au sein de l'académie, il y a des tests médicaux qui se font. Nous faisons une courte visite interne, sommaire, et nous commençons les épreuves. Il arrive parfois que quelques personnes, mais ce n'est pas c'est vraiment des cas particuliers, que quelques personnes aient des maladies qui ne sont pas détectées pendant les visites qui sont faites. Est-ce que ça a été le cas avec celui qui a perdu la vie en 2017 pour bizutage excessif? Les personnes incriminées avaient été finalement blanchies dans cette affaire, mais je n'ai pas tous les détails du dossier parce que je ne me suis pas réellement impliqué là-dedans. Mais par contre, il était nécessaire pour nous de mettre en place une commission militaire qui a réfléchi à une nouvelle forme de formation traditionnelle qui réduisait au maximum, voire annulait, tous les excès, tout ce qui pouvait être considéré comme sévices et qui pourrait donner des séquelles à nos stagiaires. Et donc, là-dessus, nous pensons qu'avec toutes les mesures qui sont prises, on ne devrait plus assister à des décès liés à la formation traditionnelle. On a constaté également qu'il y a beaucoup d'étrangers et qui viennent se faire former ici. Ça répond à quel besoin? D'abord, le premier besoin, c'est de la coopération. Nous sommes, en Afrique francophone de l'Ouest, la première école d'officiers à avoir ouvert. Nous avons accueilli les premiers stagiaires étrangers en 1966, des officiers, des stagiaires venus du Niger. Et depuis lors, nous veillons à ce qu'un maximum de stagiaires étrangers viennent se former en Côte d'Ivoire. C'est aussi l'apprentissage de la culture. C'est aussi pour nous, pour la Côte d'Ivoire, important. Et vous savez que la Côte d'Ivoire est une terre d'accueil. C'est important pour la Côte d'Ivoire d'avoir des officiers de ces différents pays-là qui sont formés ici. Selon le Military Balance International Institute for Strategy Study, l'armée en 2022 a un effectif de près de 25 000 hommes ici en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez que c'est un effectif suffisant? Je ne peux pas confirmer les chiffres que vous donnez. Je ne vais pas mettre en cause non plus ces chiffres. Parce que les chiffres que je maîtrise, ce sont les effectifs de mon académie. Et ces chiffres-là, je ne vais pas vous les donner non plus dans les détails. Parce que c'est une des choses les plus secrètes chez nous, en fait, ce sont les effectifs. Un format d'armée est déterminé par rapport à l'environnement du pays. Et donc, si la Côte d'Ivoire veut avoir une armée de plus de 50 000, voire 100 000, c'est lié aux différentes crises, c'est lié aux problèmes de sécurité, c'est lié aux moyens financiers que la Côte d'Ivoire pourrait mettre pour un tel format d'armée. On reste dans les statistiques, toujours en 2020, selon le Global Firepower, un site américain spécialisé dans les questions militaires, l'armée ivoirienne est classée en termes de puissance à la 21e place africaine et à la 104e place au niveau mondial. Pour l'armée ivoirienne qui forme des officiers étrangers, est-ce que c'est un rang honorable? Les critères évoqués pour ce genre de statistiques ne sont pas des critères, sans vouloir insulter ces statistiques, ne sont pas des critères souvent pertinents. Je pense que le plus important pour la Côte d'Ivoire, et souvent pour tout pays, n'est pas d'avoir un excellent classement, mais c'est d'avoir une armée qui permet de dissuader tout ennemi. Nous sommes dans une région où nous ne risquons pas, heureusement d'ailleurs, nous ne risquons pas de conflits entre nous, mais nous savons que l'armée ivoirienne, en l'état, les officiers ivoiriens que nous formons ici en l'état, sont capables d'aider, de commander les troupes pour défendre l'intégralité du territoire ivoirien. Comme tous les pays ouest-africains, la Côte d'Ivoire aussi est en proie au terrorisme. Est-ce que notre armée est prête à relever le défi de la lutte contre le terrorisme? Je pense que la Côte d'Ivoire, comme tout autre pays qui prend des dispositions au niveau sécuritaire, devrait pouvoir faire face. Mais reconnaissez avec moi que le problème du terrorisme n'est pas qu'un problème de sécurité. Il y a d'autres aspects qui sont abordés et pour ce que je sais, en Côte d'Ivoire, des dispositions ont été prises
pour que le terrorisme ne puisse pas s'implanter en Côte d'Ivoire. Mon colonel, le volet sécuritaire reste un volet important dans la lutte contre le terrorisme. Évidemment. En plus, la formation que nous faisons, nous recevons du personnel venu des missions onusiennes au Mali ou en Centrafrique, qui nous font des retours d'expérience qui nous permettent d'adapter notre formation. C'est pour ça que nous sommes convaincus que les officiers que nous formons sont aptes et peuvent commander donc des troupes qui feront face à tout ennemi. Elle n'est certes pas une entité de l'académie, mais est-ce que la création en 2019 de l'école de guerre répond justement à ce besoin de lutter efficacement contre le terrorisme et les différents enjeux sécuritaires? La formation qui est dispensée à ce niveau permet de mieux cerner, de mieux comprendre l'environnement et permet de planifier effectivement les batailles. Et donc, pour cela, ça permet de mettre des cadres encore plus efficaces à la disposition de nos armées. C'est la formation de façon générale qui aide à répondre, à résoudre le problème du terrorisme et non pas particulièrement une école ou une autre. Mon colonel, est-ce que vous pensez qu'avec l'histoire récente de la Côte d'Ivoire peut réussir à se construire, à se bâtir une histoire militaire? Nous avons une histoire militaire qui existe déjà, mais qui, comme je le disais tantôt, est méconnue. Nous avons connu des résistants. Il n'y a pas beaucoup d'écrits là-dessus, malheureusement. Nous travaillons avec des enseignants au niveau de l'académie et de l'école de guerre et nous les incitons à pouvoir réfléchir sur tous ces sujets, sur les stratèges africains. Et cela, je pense, ça contribuera à nous aider un peu plus, à nous faire confiance, à croire à la stratégie africaine et puis à avoir toutes les dispositions que nous pourrons prendre en interne pour garantir un peu plus notre sécurité. Colonel-major Jean-Christophe Mouo, nous sommes quasiment à la fin de notre entretien. Que souhaitez-vous que les téléspectateurs retiennent de l'Académie des Forces armées? Les Ivoiriens, de façon générale, se souviennent de Zambakro comme étant le lieu où l'équipe nationale avait séjourné à une époque de notre histoire récente. Et ce que je souhaite, c'est que la population ivoirienne, les populations vivant en Côte d'Ivoire, aient donc l'image de l'Académie qui forme les murs qui pourraient les aider à vivre et à prospérer en Côte d'Ivoire. L'Académie des Forces armées forme des officiers qui, dès leur sortie de l'Académie, sont compétents physiquement, intellectuellement, pour pouvoir défendre l'intégrité du territoire ivoirien. Faites-nous confiance. Colonel-major Jean-Christophe Mouo, directeur de l'Académie des Forces armées, merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous de permettre à la population ivoirienne de découvrir l'Académie des Forces armées. Merci pour le séjour passé avec nous. C'est la fin de ce numéro de votre magazine d'enquête 52 minutes pour comprendre. Pour revoir l'émission de ce soir, rendez-vous sur la page YouTube de la RTI, sur son site internet www.rti.ci ou sur la page Facebook de l'émission 52 minutes pour comprendre. J'aurai grand plaisir à vous retrouver dans 2 semaines pour une autre enquête.